my people, c'est Sophia Ba et je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le premier numéro du podcast La Plateforme Nouvelle Version. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que c'est un concept qui date et cette année, en 2025, on a décidé de le ramener et de le remettre au goût du jour. Rien que pour vous. La plateforme, ce sera une série de podcasts sur des sujets très importants et divers. On va parler santé mentale, entrepreneuriat, éducation financière et tant d'autres choses qui vous intéressent, vous, les jeunes de ce pays et les jeunes d'ailleurs. Alors pour l'heure, aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir deux invités, deux serial entrepreneurs pour ce numéro spécial entrepreneuriat ici au Sénégal, mais surtout en Afrique. Je vous les présente dès maintenant. On dit les femmes d'abord. Donc, je vais commencer par Marem Soda Sarr. Marem, comment vas-tu? Bien, merci. Alors, Marem, on s'est rencontrés il y a quelques années. Moussongonyo sama ben émission. Podcast Binak, français Wolof là. D'accord. On va mélanger les deux. T'as compris ou pas, Abdoulaye? Ouais, on va essayer. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques temps sur un autre plateau où tu étais venu justement parler de ton entreprise, Staffing Agency. Mais aujourd'hui, je veux que tu nous en dises plus. Je veux vraiment aller au fond des choses avec toi. C'est possible? Bien sûr. Super. Et comme autre invité, j'ai Abdoulaye Sidibi, le serial entrepreneur. Moi, j'aime bien t'appeler comme ça parce que tu fais beaucoup de choses et tu les fais bien. Et tu les fais surtout avec détermination, avec confiance. Et tu es convaincu que l'entrepreneuriat, c'est notre avenir de toute façon. Nous, les jeunes Africains, les jeunes Sénégalais. Exactement. Je suis en train de parler pour toi. C'est pas normal. C'est pas grave, tu fais très bien ton travail. Merci. Alors, tout de suite, je veux qu'on entre dans le vif du sujet. Peut-être d'abord, Marem Soda, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton histoire? Lan moo tax yow nga décidé dugg ci entrepreneuriat ba egg fii parce que Staffing Agency, tu l'as créé en 2015. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça fait 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours-là et où est-ce que tu en es aujourd'hui? D'accord. Bonjour d'abord à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est Marem Soda. Comme tu l'as dit, j'ai créé Staffing Agency en 2015. Bon, c'était, je peux dire, c'était quelque chose, c'était un besoin que je comblais, un besoin par rapport à moi, par rapport à ce que je faisais. J'ai commencé par le placement de personnel de maison. Donc, en faisant du placement de personnel, en voulant du personnel de maison, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'agence, c'était pas formalisé, il n'y avait pas les bonnes personnes, c'est-à-dire pour le genre de ce que je voulais en fait. Le service de qualité voilà, que tu recherches. Pas un service de qualité. Du coup, j'ai mûrement réfléchi à l'idée de créer une agence de placement de personnel, une agence où les femmes de ménage vont être formées, ou bien testées, ou bien remises à niveau, dépendant de leur niveau. Voilà. C'est là que j'ai eu à recruter des filles. Je les ai amenées chez moi. J'ai fait des tests, j'ai parlé avec elles. Je ne savais même pas que ça s'appelait du développement personnel, mais c'est ce que je faisais avec elles. Sans donc même en donner un nom derrière, quoi. Parce qu'aujourd'hui, développement personnel, c'est devenu trendy, c'est devenu tendance. Mais toi, tu fais partie de cette personne qui le faisait avant même que le terme ne soit à la mode. Avant même de savoir que c'était ça, c'était du développement personnel. Donc, c'est ce que je faisais, je leur parlais, je les écoutais. J'essayais de cerner les différents profil, c'est-à-dire une femme de ménage ne peut pas tout faire, soit elle dort ou elle descend, soit elle est nounou ou bien elle est cuisinière ou bien elle est ménagère. Donc je l'ai classée selon le profil. Maintenant je proposais aux clients selon la demande du client. Voilà, j'ai formalisé, je suis allée à la PIX, Minéar et de commerce et tout. J'ai formalisé et je me disais que je vais m'entraîner pour que dans 5 ans, je puisse en faire autre chose de plus grand. D'où le nom de Staffing Agency, parce que je me disais que je ne vais pas mettre une appellation où ça faisait tout droit penser aux femmes de ménage, parce que plus tard, je veux faire quelque chose de plus grand encore. Voilà, c'est de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à recruter et c'est de là qu'est né Staffing Agency. Donc, c'est avec les femmes de ménage, les beaux et les gardiens que je recrutais. C'est avec eux que j'allais dans les cérémonies proposer nos services. Maintenant, on proposait nos services de nettoyage,
d'organisation, parce qu'ici au Sénégal, dans les cérémonies, on manque vraiment d'organisation, on manque de bras, qui va faire le ménage, qui va faire le yak, comme on dit, le séddale et tout, qui va mettre les assiettes, qui va faire la vaisselle, qui va arranger les bagages et tout. Maintenant, nous, on se proposait volontaire, on faisait 5000 journées, 10 000 journées, on se partageait le truc avec le personnel, les femmes de ménage que j'amenais. Voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai acheté du matériel, des cuillères, des plats, de la vaisselle et tout, que je proposais aux clients en même temps que le personnel. Maintenant, un client qui m'appelle, qui me dit que j'ai une cérémonie, j'ai un mariage. Maintenant, je sais que pour un mariage, soit les assiettes, soit les plats communs, soit les couverts, fourchettes, couteaux, cuillères. Donc, je savais ce dont le client avait besoin. Maintenant, j'achetais ça avec mes recettes. Maintenant, je proposais aux clients et plus tard, j'ai fait de la location de vaisselle. J'achète tout le matériel de banquet. On dispose d'un parc de vaisselle là. Mais j'achetais un peu. Donc, j'ai fini par, voilà, par faire de la location de vaisselle. Donc, c'est comme ça que Staffing a évolué. Et il m'arrive que, bon, qu'on me pose la question, comment tu as fait pour en arriver ici? Je dis que je ne sais pas parce que je faisais que me concentrer et travailler. Voilà, c'est après que j'ai cherché à faire des contrats, à dissocier les différents services, à recruter un responsable personnel, un comptable et vraiment en faire une société, louer une grande maison, en faire vraiment une société. Mais tout est parti de ma recherche de femme de ménage, ma recherche d'un bon profil pour ma maison et pour mes enfants. C'est de là qu'est né Staffing Agency. Ce que j'aime en fait dans ton explication, Marème, c'est que tu es partie d'un besoin personnel, qui est un besoin d'ailleurs que beaucoup de personnes ont. Tu as trouvé un besoin et tu as répondu à ce besoin. C'est-à-dire que si on te pose la question, toi, à quel problème ton entreprise répond, tu as la réponse. Parce que tu l'as vécu toi-même. Et on dit souvent que pour être pour réussir en entrepreneuriat, il faut répondre à un problème. Et c'est exactement ce que toi, tu as fait. J'aime aussi le fait que tu es parti de la base. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, Staffing Agency, moi je vais le dire, peut-être parce que toi tu ne vas pas le dire, mais c'est quelque chose vraiment où tu es appelé un peu dans les 4 coins du pays pour gérer vraiment des événements de grande envergure. Et pourtant, tu n'as pas commencé comme ça. Non. Donc c'est possible, tu as commencé vraiment du bas pour ensuite monter. Avec 1000 francs, je te dis. Tu vois. moi je me dispute. Pour seulement payer le crédit pour pouvoir appeler ma famille, mes amis et tout, et leur dire que maintenant, j'ai une agence de placement et que je donne des femmes de ménage. Maintenant, ils m'ont fait confiance, ils m'ont contacté pour trouver une femme de ménage. Maintenant, moi, j'identifiais le besoin. C'est-à-dire, de quoi est-ce que vous avez besoin? D'une femme de ménage qui dort, ou bien qui descend, ou bien d'une musulmane, d'une chrétienne, d'une diola, en fait, les critères variés selon le client. Vraiment, voilà, selon le client. Les critères variés. Donc, après, plus tard, des filles venaient de différentes régions pour s'installer chez moi. Je les formais et puis je les plaçais et je faisais le suivi. Mais c'est super, c'est super. Abdoulaye, j'aimerais maintenant qu'on parle de toi. Un peu de comment tu t'es lancé en entrepreneuriat. Moi, j'aime bien t'appeler franco-malien parce que tu es un Malien qui a grandi en France et qu'ensuite, qui a décidé de venir au Sénégal. Tu vas nous expliquer pourquoi. Tu vas nous parler un peu peut-être de ta passion que tu as pour le sport et comment tu vois le sport comme un business d'ailleurs. Bonjour à tous. Je suis Abdoulaye Sidibé. C'est vrai que le parcours de ma collègue est impressionnant. Oui. Franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Et effectivement, moi, le besoin, il s'est fait ressentir très très jeune. À l'âge de 6-7 ans, je savais que le fait d'être au service des autres, c'était quelque chose qui pouvait rapporter de l'argent. Donc ça a commencé par donner un coup de main aux voisins, porter les courses pour les plus âgés et les aînés. À l'époque, c'était en francs, j'étais toujours rétribué d'une pièce de 5 ou 10 francs. Et c'est ce qui m'a donné un peu le goût à l'entrepreneuriat, à l'âge de 6 et 7 ans. Mais plus sérieusement, j'ai créé ma première boîte en 2007. Et j'ai toujours su qu'il fallait, enfin pour moi en tout cas, qu'il fallait miser sur le capital humain. C'est la raison pour laquelle en 2007, j'ai créé mon premier centre de formation. Et l'idée, c'était de pouvoir accompagner les personnes qui voulaient évoluer dans le domaine du commerce de base.
Voilà. Et après, de fil en aiguille, j'ai revu un peu ma stratégie. Et en 2017, je me suis dit, OK, j'ai fait quasiment 10 ans à former des personnes comme ça. Mais ce qui manque en réalité à nos communautés, voilà, c'est des personnes qui peuvent non seulement être au service des autres, mais également véhiculer les valeurs du sport. Parce que dans le domaine du sport, un peu on peut le retrouver ici dans les quartiers ou dans les villes en banlieue comme Peking, Gateway, etc. C'est un puissant catalyseur et c'est un puissant vecteur social. Et pour la plupart d'entre eux, c'est peut-être même la seule opportunité pour eux de monter un échelon socialement parlant. Voilà, ils peuvent, je prenais un lutteur, il peut, dans sa carrière, grâce à lui, faire vivre 80 familles. D'accord. Donc c'est un vrai potentiel qui est aujourd'hui inexploité. Donc en 2017, un peu, donc du coup, je fais le parallèle avec les banlieues où j'ai grandi en France, je me suis dit, écoute, comment tu peux faire aujourd'hui pour apporter ton expertise à ces personnes qui ont remporté des médailles, mouillé le maillot pour le pays, et qui aujourd'hui arrivent en fin de carrière et n'ont même pas assez pour se payer leur loyer ou vivre dignement. C'est terrible quand même. Ah oui, c'est terrible et ici on le voit. On le voit, des personnes qui ont été millionnaires pendant leur carrière et puis à la fin, même pour se payer une ordonnance, c'est pas possible. Ouais. D'accord. Donc il y a ce fléau-là en Europe, et en Afrique c'est encore pire. Donc je me suis spécialisé en créant Work Me Fit, donc on s'est spécialisé dans la reconversion des sportifs de haut niveau. Voilà, pour faire d'eux de futurs consultants, de futurs formateurs en milieu sportif, mais également d'apporter tout ce que j'ai pu engranger comme expertise aux fédérations ou aux dirigeants de clubs, ce genre de choses. Il faut savoir que j'évolue personnellement dans la diplomatie économique sportive française. Donc j'ai eu à agir et à mener des actions pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2026, il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. On a hâte. Donc pour moi, c'est une opportunité. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans, je suis venu pour la première fois au Sénégal et je suis tombé amoureux de ce pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on me pose la question pourquoi au Sénégal, il y a quelque chose qui s'est passé la première fois que je suis venu. C'est déjà l'accueil qu'on m'a réservé. C'est le climat, c'est aussi le poids des traditions, mais du bon côté que j'ai vu et que j'ai pu déceler. Je me suis dit, j'aimerais bien y vivre et travailler, peut-être même élever mes enfants. Donc c'est quand même quelque chose pour moi qui me pousse à être ici. Voilà. Ensuite, il y a aussi cette volonté de créer un incubateur sur les métiers du sport, avec donc la mairie de Dakar. On est engagé là sur les 3 prochaines années à créer des startups dans le milieu du sport et du bien-être, parce qu'on ne dissocie pas le sport et la santé. Donc voilà pourquoi je suis ici. Beaucoup d'opportunités à t'entendre, beaucoup d'opportunités dans le sport. Et comme l'a dit Mariam Soda, tu as identifié un problème. C'est ce problème justement de voir des athlètes de haut niveau qui peut-être ont fait de l'argent, beaucoup d'argent pendant leur carrière et qui se retrouvent à un moment donné ne pas pouvoir payer une ordonnance, ne pas pouvoir payer une facture. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je le dis clairement, ça n'a aucun sens et c'est dommage. Et je le dis aussi, ça se voit beaucoup et plus dans nos communautés, que ce soit en Afrique, mais même quand tu vas en Europe, ça se voit plus chez les afrodescendants que les autres. Donc je pense qu'il y a un problème d'éducation financière. On va me dire, Sophia, tu adores parler d'éducation financière, mais c'est important. Nanani gérer, parce que tu peux avoir une grosse somme aujourd'hui et tu te retrouves ici au Sénégal. Mariam, je pense que je vais te poser la question. En tant qu'entrepreneur, comment est-ce que tu gères la pression sociale? Madame Yoteji, nous prenons une entreprise. Voilà, il y a un certain chiffre d'affaires, machallah. Mais les sollicitations ne finissent pas, que ce soit les amis, la famille. Chaque jour, chaque jour, nous les rôles pour régler tel ou tel problème et tout. Et au final, moi, je trouve que c'est ça qui tue les entrepreneurs chez nous. Ou aussi, ta famille, toi tu as dit quelque chose d'important je pense. Au début tu as parlé du soutien de tes proches, de tes amis et ta famille. Ils t'ont fait confiance, ils ont répondu à ton appel, ils ont dit oui on va te faire confiance, donne-nous du personnel, on va aller avec toi. Mais souvent ce que je vois chez les entrepreneurs, moi, ici au Sénégal ou partout en Afrique, c'est que
c'est la famille qui ne leur permet pas d'évoluer ou les proches qui ne leur permettent pas d'évoluer. Au lieu de les soutenir en dépensant de leur poche quelque chose qu'ils auraient fait pour des gens qu'ils ne connaissent pas, au contraire, ils en profitent. Soit c'est je vais te payer ton service, enfin, pour le service, ou bien je viens prendre chez toi gratuitement parce que tu es mon ami, parce que tu es ma famille, etc. Mais la personne, elle travaille. Donc il faut que ça rentre, il faut qu'elle fasse un chiffre d'affaires. Et on a nié gérer l'eau. Bon, je pense que tout ça, c'est culturel et c'est quelque chose qui est ancré. Donc, on ne peut pas changer. On n'y peut rien. Mais quand même, voilà, avec l'expérience, moi, j'ai appris à dire non. C'est-à-dire que j'ai appris à connaître mes priorités. Parce qu'à la fin du mois, ce n'est pas eux qui vont payer mes charges, par exemple. Donc, mes charges d'abord, après le reste, ça vient. Mais l'impôt social, comme on l'appelle un an, c'est quelque chose qu'on a déjà trouvé, donc c'est culturel. Donc même la famille, pour une cérémonie, on t'exige de cotiser pour le mouton de la femme du cousin, de la femme de l'oncle et tout. On te demande de cotiser pour ça, les ndautal, les tout. Je pense que c'est assez... En plus, il y a un côté positif. Comme on dit en Wolof, c'est-à-dire c'est à partir de ton travail que tu peux aider les gens. Wow. Donc là, ça ne dérange pas. Mais il faut savoir connaître les priorités, il faut savoir connaître ses limites et ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Parce que ceux qui font ça le plus souvent, ils aiment le voyeurisme. Voilà, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Tu viens, tu me fais un prêt, tu me demandes un prêt. Moi, je ne pourrais même pas demander, c'est-à-dire que le souci que tu viens exposer, moi si je l'avais, je n'ai pas les moyens de régler ça. Maintenant, je veux régler ton souci. Alors que moi-même, je n'arrive pas à régler mes propres problèmes. Voilà, maintenant il faut savoir faire la part des choses et savoir ses priorités. Ne pas mélanger sa poche et l'argent de l'entreprise. Il faut avoir un salaire. Il faut avoir un salaire fixe comme les employés, ils ont leur salaire, il faut aussi avoir ton salaire et vivre de ton salaire. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu en penses toi, Abdoulaye? Parce qu'elle a dit des choses intéressantes. Beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs vivent au-dessus de leurs moyens ou n'arrivent pas à faire la différence entre leur argent et l'argent de l'entreprise. Et ça amène à la perte de l'entreprise. Moi, je la rejoins sur plusieurs points. Le premier, c'est effectivement, c'est culturel. On peut retrouver au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans nos communautés, on le retrouve. Mais c'est aussi ce qui fait aussi le charme de nos communautés, on est solidaires. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, un entrepreneur qui ne sait pas se gérer, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que, et une deuxième chose que tu dis, il faut savoir dire non, ça c'est la base, sinon tu peux mourir en disant non. Tu peux pas mourir en disant non, mais tu peux mourir en disant oui. D'accord. Et ça, c'est une chose qu'on m'a toujours dit et que je garde un peu comme un leitmotiv. Maintenant, les entrepreneurs, il faut qu'ils aient cette humilité-là, de se mettre en tête que tous les jours on doit apprendre et grandir. Et piloter l'entreprise, gérer l'entreprise, ça s'apprend. On ne l'a pas de manière innée. Même ceux qui ont un instinct redoutable pour la vente ou pour l'entrepreneuriat, ils doivent retourner soit sur les bancs de l'école ou soit sur des formations, soit même sur des micro-formations pour apprendre des techniques ou des nouveaux process. C'est important, puisque même notre façon de consommer aujourd'hui, elle a évolué. Je vous ai dit, j'ai entrepris, ça fait 17 ans. Et bien à 17 ans, ça n'avait rien à voir. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas Internet. Très peu, c'était démocratisé, vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair. Donc voilà. Maintenant, là où il ne faut pas qu'on se perde, maintenant, parce que moi je suis dans le domaine du sport, il faut déjà faire le distinguo entre un sportif professionnel qui va, lui, gagner très bien sa vie, parce que c'est un professionnel, d'un sportif de haut niveau, qui, lui, est très bon en sport, mais ça pas sa profession première. Alors, très rapidement, Mariem Soda, moi j'aimerais savoir, et vraiment, on avait dit au début qu'on allait dire la vérité très très rapidement, quelle est ton expérience la plus difficile que tu as vécue en tant qu'entrepreneur? La plus difficile, bon, tout le temps j'essaie de m'en souvenir, mais en fait, je peux avoir des expériences difficiles, mais j'ai en fait cette capacité-là de minimiser les difficultés. Donc, je les garde pas en fait.
Tu te concentres sur le positif. Voilà. Ça, c'est bien. Je me concentre sur le positif, je garde les bons moments, je garde les bons rapports, je garde les meilleures prestations qu'on se raconte entre prestataires, en staff, en réunion, en brief, tu vois. Mais carrément quelque chose de difficile, carrément dans le métier. Tu t'en souviens même pas? Non, sérieusement. Et j'adore ton état d'esprit. On va rester sur le positif alors. Ouais. Et c'est super. Je pense que c'est comme ça qu'on fait 10 ans en entrepreneuriat. C'est rester focus sur le positif. Focus, vraiment. Ouais, c'est important. Et toi, Abdoulaye? Ok. Pour ma part, la période la plus difficile, c'est quand j'ai tenté de travailler en famille, parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. En tout cas, c'est pas quelque chose que je peux conseiller de manière naturelle à tout le monde. Mais je regrette rien, parce que vraiment l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu voyager, nouer des belles amitiés, découvrir des pays, découvrir des cultures, que j'ai pu grandir aussi, apprendre. Et puis j'ai pu aussi côtoyer des personnes qui aujourd'hui sont des mentors pour moi, des aînés qui sont passés par moi avant ce chemin et qui m'ont montré la voie. Et je pense que en étant salarié, j'aurais pas connu ça. Tu n'aurais pas connu ça. Super. Alors, on va terminer sur ça. Chacun d'entre vous. Mariam Soda, Oui. si tu devais donner un conseil en une phrase très simple, très rapide à quelqu'un qui te regarde aujourd'hui et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi le conseil? Ce serait très difficile de résumer un parcours de 10 ans en une phrase, oui, ce serait très difficile. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'entrepreneuriat et que ça, c'est en général, ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut avoir un objectif, c'est-à-dire il faut fixer une lumière et se dire que rien ne va me détourner de cette lumière-là. Donc, mon objectif, c'est la lumière. Donc, à droite, il y a les portes, à gauche, il y a les fenêtres. Là, il y a Sophia, là, il y a Chérif, là, il y a Hassan. Mais moi, mon objectif, c'est la lumière. Donc, je ne me laisse pas détourner. Donc, j'ai cap sur mon objectif focus. Vision tunnel, on appelle ça. Voilà, vision tunnel. Et puis, voilà. Voilà, vraiment. Et ne pas... Par exemple, ici, ce que j'ai remarqué au Sénégal, les gens copient beaucoup. Sophia a fait du journalisme, ça marche. Je vois qu'elle a ouvert sa structure, elle a une chaîne, elle a 5000 vues par jour, elle a une émission qu'elle anime et tout. Voilà, moi, je vais faire comme Sophia, par exemple. C'est pas quelque chose, par exemple, Sophia, elle a quelque chose déjà, voilà, qui lui permet de tenir ses émissions, de tenir ceux qui la suivent et tout, mais c'est pas pareil pour une autre personne. Vraiment, vraiment, rien à dire. Abdoulaye, je vais te poser la même question très rapidement. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui te regarde, qui voit une carrière de 17 ans dans l'entrepreneuriat et en plus dans l'entrepreneuriat sportif et qui veut se lancer? Tu lui donnerais quel conseil? Okay, donc moi, le conseil que je pourrais donner à un jeune entrepreneur, peu importe son âge, un jeune entrepreneur, le premier, c'est déjà de ne pas être isolé. Voilà, de toujours chercher à s'entourer de bonnes personnes, de belles personnes, et des personnes qui vont pouvoir lui apporter soit un éclairage, parce qu'il a la connaissance accrue sur tel ou tel sujet, mais à ne pas rester tout seul. Ça, c'est un piège. Voilà. Et aujourd'hui, on a la chance d'être au Sénégal, à Dakar, où il y a des hubs un peu comme là où on est, où vous avez des personnes qui sont... La maison Absat aussi de Dakar. Dakar, où vous avez des coachs, vous avez des formateurs, vous avez des gens qui sont connectés et qui pourront, en toute bienveillance, vous venir en aide. La deuxième chose, il faut faire preuve d'agilité, parce que les gens trop comment on appelle ça, trop rigides sur l'entrepreneuriat, ça ne dure pas longtemps. Il faut savoir s'adapter, faire preuve d'agilité. Tout à l'heure, tu parlais des fenêtres, de la cheminée, oui, parce que vous allez avoir beaucoup de refus, beaucoup de promesses, pas tenues, mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on abandonne, on continue. Voilà. Il faut continuer, faire preuve donc, de détermination. Ça sera mon dernier conseil, c'est être déterminé. Eh bien, c'est parfait. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse avec vos années d'expérience, 10 ans, 17 ans. C'est extraordinaire. Moi, je vous dis félicitations. Vous en inspirez beaucoup, dont moi. Et je suis sûre que les gens vont apprécier. Merci d'avoir fait partie de ce premier numéro du podcast La Plateforme. Oui, La Plateforme Nouvelle Version. Comme je vous le disais au début, on a décidé de relancer ce concept pour vous parce que, comme on l'a appris aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a un besoin et on essaie de répondre à ce besoin.
la demande et l'offre. Merci à vous. Et merci à la maison Absatoussi de Dakar de nous recevoir, là où on tourne actuellement ce podcast et où on va tourner nos autres podcasts. On va vous faire aussi découvrir un peu cet endroit magnifique du Sénégal, ce petit oasis qui se situe au phare des Mamelles. Vous allez le voir, il y aura même une mention spéciale pour tous ceux qui y travaillent et toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, my people, et à très bientôt dans la plateforme.